Est-ce une dernière chance? C'est pas comme si cela n'aboutit pas, c'était leur dernière chance de signer un bon accord. C'était le président Trump hier qui disait que l'Iran avait encore une chance, une dernière chance d'éviter la destruction, à condition de négocier. Oh, attendez, ils l'ont déjà fait. Enfin bon, c'est encore une autre dernière chance, et nous allons voir où cela va nous mener. Où en sont les États-Unis dans cette guerre? Où en est l'Iran? Et à quoi pouvons-nous nous attendre? Aujourd'hui, nous recevons de nouveau quelqu'un de mieux placé que personne pour en parler. Notre ami de l'émission, Joe Kent, ancien directeur du Centre national de lutte contre le terrorisme. Et, c'est bien ça, vétéran de combat à 11 reprises. C'est bien ça, Joe? C'est exact. Oui, je tiens toujours à le souligner. Cet homme a une expérience de terrain, au cœur des combats. Il sait donc de quoi il parle. C'est toujours un plaisir de vous recevoir, Joe. C'est un plaisir d'être avec vous, mon ami. Merci de m'accueillir. Bon, écoutez, on va parler de nombreux commentaires faits par certaines personnes et essayer de comprendre, dans d'autres cas, des déclarations très contradictoires. Mais vous avez fait l'actualité pour quelque chose de différent de ce qui s'était passé auparavant. Et c'est plutôt sympa, plutôt positif. Ça a été publié par Marjorie Taylor Greene ce week-end. On dirait une sorte de petit, je ne sais pas, de petit conciliabule, avec beaucoup de personnalités connues. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous savez, Tucker a eu la gentillesse de nous inviter tous à dîner chez lui. Donc, comme Marjorie l'a dit dans ce post, les choses en sont évidemment à leurs toutes premières étapes, mais on voulait tous se retrouver, comparer un peu nos notes. En tant que mouvement politique de groupe, on est globalement sur la même ligne, mais on voulait voir un peu où en était chacun, et on vient tous de régions différentes du pays, etc. Et le consensus général auquel on est arrivé, c'est que la plupart des gens en ont assez des républicains. Ils en ont assez des démocrates. Ils sont frustrés que le président Trump nous ait entraînés dans cette guerre en Iran. Et ils veulent simplement des dirigeants et peut-être même un parti qui finiront enfin par faire passer leurs besoins en premier. Maintenant, pour la suite, à quoi ça ressemblera exactement, je ne le sais pas. Nous en sommes encore un peu aux premières étapes. Mais nous cherchons à construire une large coalition de républicains, de démocrates, de personnes de tous horizons, qui peuvent être en désaccord sur beaucoup de sujets différents, mais qui s'accordent pour dire que nous ne devrions pas être impliqués dans ces guerres à l'étranger, que des lobbies étrangers comme l'AIPAC et les Israéliens ne devraient plus pouvoir influencer nos dirigeants politiques et que nous voulons faire passer l'Amérique d'abord. Donc, voilà, c'était en quelque sorte le sujet général de discussion lors de ce dîner. Eh bien, il ne fait aucun doute qu'il y a un énorme appétit pour quelque chose comme ça. Et l'une de ces personnes est assise juste ici. J'ai très envie de voir émerger quelque chose de ce genre. Je cherche depuis longtemps, alors je suis vraiment très enthousiaste, ne serait-ce qu'à l'idée que les choses puissent bouger. Parce que je pense que le moment est propice aujourd'hui, alors qu'il ne l'a peut-être pas été auparavant. Même à l'époque de Ross Perot, il y avait un certain mécontentement envers le système politique, mais rien de comparable à ce qu'on voit aujourd'hui. Et je pense que le moment est venu. Y a-t-il, enfin, quelles seraient les prochaines étapes? Par exemple, si des gens qui nous regardent en ce moment se disent « Je veux m'impliquer dans ce qui se passe et être tenu informé », est-ce qu'on envisage même à terme une sorte d'organisation souple que les gens pourraient rejoindre? Espérons-le bientôt. Rien de formel à annoncer. Je pense que le mieux, c'est de nous suivre tous sur les réseaux sociaux. C'est là que les nouvelles tomberont, comme c'est souvent le cas aujourd'hui. Rien de formel pour l'instant. On examine différentes options
Je pense qu'il y a clairement une attente, un désir de voir émerger un troisième parti. Mais concrètement, la manière d'y parvenir est assez compliquée. Nous sommes profondément ancrés dans ce système à deux partis. Comme on l'a vu avec la campagne Kennedy, il est difficile pour un troisième parti d'obtenir l'accès au bulletin de vote. Donc en ce moment, on étudie tous ces différents aspects. Mais oui, pour l'instant, les réseaux sociaux sont probablement le meilleur moyen de suivre tout ça. Yeah, social media for now is probably the best way to keep track of that. But you know, I mean, like everything else, like you saw. Mais vous savez, comme pour tout le reste, comme vous l'avez vu dans tous vos déploiements au combat, et moi dans les miens, tout repose sur le leadership. Et si vous avez les bons dirigeants, les gens suivront. Et je pense que, historiquement, il n'y a pas eu de dirigeant vraiment convaincant qui ait essayé de passer par la voie d'un troisième parti. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles cela n'est pas allé plus loin. J'ai vu beaucoup de bonnes personnes dans cette salle, et nous aimerions vraiment voir cela continuer sur cette voie. Et je dirais simplement que je revenais d'une conférence du 1766 Law Center, le week-end dernier, à Chattanooga, dans le Tennessee. This past weekend in Chattanooga, Tennessee, one of the participants of whom one of the speakers was L'un des participants, l'un des intervenants, c'était Rich Barris, le sondeur. Et selon Rich, l'une des choses qui a beaucoup enthousiasmé les gens, c'est l'association de vous deux, vous et Tucker. Ça a vraiment provoqué un fort pic d'intérêt. C'est donc une autre raison pour laquelle je pense qu'il y a beaucoup d'optimisme. Vous devez continuer dans cette voie et les gens suivront ce type de leadership. On verra ce que ça donnera. Mais enfin, je voulais simplement le souligner. Pour l'instant, nous avons toujours le système à deux partis et nous avons toujours les problèmes dont vous parlez, avec des gens qui semblent vouloir davantage de guerre. Et donc vous avez vu le président Trump dire en substance « Oui, je vais donner une dernière chance à l'Iran », etc. Mais je veux dire, Joe, commençons par le début. Qu'est-ce qui va être différent maintenant par rapport à vendredi dernier, par exemple? À en croire tous les témoignages, et plusieurs sources différentes me l'ont dit, des gens qui sont en première ligne, un ordre avait été donné et ça allait se produire cette fois-ci. Même si ça avait presque eu lieu le week-end précédent. Mais cette fois, ça devait se faire. Et puis, soudainement, ça ne s'est pas fait. Parce que, selon beaucoup de gens, l'Arabie Saoudite a clairement remonté les bretelles à Trump. Elle ne voulait pas se prendre de plein fouet tous les missiles que l'Iran avait promis de lancer. Mais quoi qu'il en soit, ça, c'était avant. Nous y revoilà, une dernière chance. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc malheureusement, je pense que le président Trump ne se rend pas compte d'une chose. Premièrement, les Iraniens ne vont pas lui accorder l'accord qu'il veut, ni probablement aucun accord. Mais ce que je crains, c'est qu'en ce moment à Téhéran, la discussion soit probablement la suivante. Est-ce qu'on va rester là à attendre que Trump nous frappe, ou est-ce qu'on va riposter? Est-ce qu'on va frapper les premiers? On a déjà vu ça lorsqu'ils ont attaqué notre base en Jordanie. Je pense donc vraiment que le président Trump joue avec le feu en laissant nos forces dans la région à portée des Iraniens. Les Iraniens sont aujourd'hui très enhardis. Il y a un fort effet de ralliement autour du drapeau. Les Iraniens sont galvanisés parce que nous avons tué le guide suprême à cause de la tragédie dans l'école de filles. Donc je pense que nous asseoir et croire que nous pouvons encore continuer à contrôler le rythme de la guerre en fonction de ce que le président Trump publie ou annonce. Je pense que cela a été le cas pendant un certain temps dans ce conflit. Mais je ne pense pas que nous devrions le considérer comme acquis et dire que ce sera toujours une constante dans l'équation. Or, malheureusement, je pense que Trump traite ce facteur comme s'il allait rester constant. Ça ne changera jamais. Il peut déclencher la guerre, il peut arrêter la guerre. Je ne pense pas que les Iraniens jouent selon ces règles-là en ce moment. Et c'est ce qui m'inquiète le plus. Encore une fois,
Tout ce que le président Trump doit comprendre, c'est que la plupart des Américains ne soutiennent pas cette guerre. Et en réalité, la plupart des Américains se fichent de savoir s'il obtient un accord sur un bout de papier ou non. Donc, je pense qu'il a toutes les raisons du monde de le faire, à part son propre orgueil, les conseillers néoconservateurs et le lobby israélien. Il a toutes les raisons de tout arrêter, de partir et d'en finir avec toute cette affaire, puis d'essayer de recoller les morceaux discrètement. J'ai simplement peur qu'il ne le fasse pas. Et il a eu toutes les occasions de faire un certain nombre de choses qui auraient déjà pu nous écarter de la table. Gary, si vous pouvez afficher le lien que je viens de vous envoyer il y a une seconde. Pour revenir exactement à votre point, l'une des choses qui m'inquiète, c'est que nous nous sommes vraiment rendus vulnérables avec cette publication sur les réseaux sociaux aujourd'hui, montrant 30 avions ravitailleurs américains ou ravitailleurs en vol, simplement stationnés sur un aérodrome en Israël. Et pour vous montrer, il n'y a pas une très grande distance entre n'importe quel point d'Israël et l'Iran quand on parle de portée des missiles. Est-ce que cela vous inquiète? Je suis très inquiet. J'essaie de ne pas être trop cynique. Mais parfois, j'ai l'impression que notre présence là-bas sert surtout d'appât pour nous entraîner davantage dans une guerre. Et c'est... Enfin, pourquoi permettrions-nous que ça... Pourquoi rassembler toutes nos forces, ces gros avions ravitailleurs, en un seul endroit, puis laisser ça se retrouver sur les réseaux sociaux? Je ne comprends tout simplement pas la logique. Peut-être que la logique, c'est que nous avons un dôme d'or et des défenses antimissiles plus robustes à l'intérieur d'Israël, alors on y stationne tout parce qu'on ne peut pas compter sur le Golfe. C'est peut-être ça la logique. Mais je ne vois pas pourquoi nous laisserions tout ça à portée, si ce n'est presque, vous savez, pour mettre les Iraniens au défi de nous frapper, afin que nous puissions continuer à nous enliser dans cette guerre. Mais vous savez, c'est à peu près la pire chose qu'on puisse y mettre. Parce que sans ces avions ravitailleurs, on ne peut même pas tirer les JDAM, les SDB, et ainsi de suite. Il nous les faut pour que les chasseurs puissent s'approcher suffisamment et larguer ce type de munitions. Et on commence déjà à manquer de JASSM et de missiles Tomahawk. Donc si l'Iran pouvait les détruire, ce serait apparemment une menace potentielle majeure. Et vous savez, ils ont ces armes à sous-munitions. Enfin, peu importe. Pas besoin d'une précision au mètre près ici. Ils pourraient simplement en larguer partout sur l'aérodrome. Et qui sait si l'un de ces navires réussirait à sortir. Oui, enfin, j'espère qu'à l'heure où nous parlons, tout ça est déjà en train de décoller pour être envoyé ailleurs. Je veux dire exactement comme vous l'avez dit, et on le sait. Nous avons déjà été très très surpris de voir à quelle vitesse les Iraniens peuvent frapper nos avions vulnérables sur tous ces différents aérodromes de la région. Donc je n'ai aucune idée de la logique derrière tout ça. C'est pour ça que j'en arrive spontanément à la seule explication qui semble logique, le point de vue cynique selon lequel tout cela sert simplement d'appât. Je n'ai pas envie de penser comme ça, mais c'est la seule conclusion à laquelle je peux arriver, parce que tout ça me paraît tellement stupide. Eh bien, il y a une autre possibilité. C'est tout simplement de l'incompétence. Et parfois, il ne faut pas écarter l'évidence. Parce que, enfin, sérieusement, mettre des avions aussi près les uns des autres, queue contre queue, à portée de l'ennemi, je sais pas franchement. J'espère que quelqu'un, peu importe qui est responsable de ces avions, dès qu'il a vu ça sur les réseaux sociaux, a décroché son téléphone en disant « Ne perdez pas une seconde, mettez les moteurs en route immédiatement, je me fiche du repos de l'équipage ou de quoi que ce soit, sortez-les de là. » J'espère que c'est ce qui s'est passé. Mais oui, c'est peut-être juste de l'incompétence. Je sais pas. Ils bricolent à droite, à gauche.
battle around. And then here's this other one that Gary's showing here. Et puis, il y en a un autre que Gary montre ici. C'est une raison de plus pour avoir fait ce que j'appelle toujours le plan de retrait. Trump déclare simplement victoire, puis il part. Ou alors, il aurait pu conclure le protocole d'accord et l'exécuter réellement. Et ça lui aurait permis de se sortir de là. Mais regardez, Joe. Regardez ce qu'on voit ici. C'est une information d'aujourd'hui. L'armée américaine a utilisé près de 80% de ses intercepteurs et aussi, surtout, ses attaques MS basées au sol, ses PRSM et ainsi de suite, ses HIMARS. Et apparemment, nous avons utilisé tous ceux que nous avions, ou presque tous ceux que nous avions amenés là-bas. Certains ont été réapprovisionnés, mais les stocks de ce genre de matériel sont très limités, où que ce soit. Enfin, combien de temps pouvons-nous continuer comme ça? Si nous avions mené cette grande frappe ce week-end, ou si nous le faisons le week-end prochain, cela ne fait que récorder les réserves. Quel est le plan après ça? Je veux dire, vous en savez autant que moi sur ce qu'est le plan. J'ai l'impression qu'on s'est un peu contenté de partir du principe que Trump pouvait contrôler le rythme et la cadence de la guerre, selon le moment où il décide de la commencer et de l'arrêter. Et les Iraniens ont joué un jeu de très longue haleine, très intelligemment. Ils ont usé nos intercepteurs et ils ont réparti et dispersé leurs munitions essentielles, leurs missiles balistiques et leurs drones. Si bien que même lorsqu'on concentrait nos tirs en un seul endroit, ce n'était pas catastrophique pour eux. Donc, je ne suis pas sûr qu'on réfléchisse vraiment de manière très stratégique. Mais ensuite, vous avez ces fuites qui viennent du Pentagone. Et ces fuites, c'est l'une de deux choses. Soit c'est du bluff, et nous avons réellement beaucoup de réserves, ce dont je doute, vu tout ce qu'on a envoyé à l'Ukraine, et même avant que toute cette guerre ne commence. Soit il y a des gens désespérés au sein du Pentagone, qui se disent, bon, la seule façon pour moi de faire sortir cette information, de tirer la sonnette d'alarme, c'est de la faire fuiter dans les médias, dans l'espoir de forcer la main du président Trump pour qu'il en entende réellement parler. Je ne sais pas quelle est la situation, mais rester assis ici à penser, encore une fois, que nous pouvons contrôler le rythme et continuer à mener ce combat en fonction des systèmes d'armes et des munitions dont nous disposons, c'est tout simplement une façon de penser absolument insensée à ce stade. Je ne comprends pas comment, après 5 mois de données sur le conflit avec l'Iran, nous utilisons toujours exactement les mêmes tactiques. Ça me rend fou. Mais nous en sommes là. Nous les combattons depuis des bases du Golfe et nous faisons comme si nous n'avions pas observé toute la guerre en Ukraine. Donc, j'imagine que je ne devrais pas être trop surpris. Oui. Quand vous le présentez comme ça, c'est ce qu'une personne rationnelle penserait. C'est ce qu'une personne rationnelle dirait, et elle agirait autrement. Elle ne dirait pas « tout ce que j'ai vu en 40 jours, tout ce que nous avons vu pendant 2 mois de blocus, et tout ce que nous avons vu en 13 jours, ça n'a pas marché. Réessayons contre les mêmes cibles, avec les mêmes munitions, et peut-être que ce sera différent cette fois. » Une personne rationnelle ne dirait pas ça. Mais, encore une fois, le général Keith Kellogg ne semble pas faire partie de ces gens-là. C'est de l'uranium enrichi. Nous n'avons pas besoin qu'ils deviennent une puissance nucléaire. Il faut repousser cette échéance très loin, en utilisant toute la puissance des États-Unis sur le plan militaire, mais aussi économique puis diplomatique. Et on peut vraiment couper ces types de tout. On peut les isoler. Et c'est ce qu'il faut faire. Isoler le pays tout entier. Isoler tout le pays. Voyons voir. Laissez-moi vous montrer quelque chose ici. Où est-ce que c'est passé? Ah, c'est celui-là. Désolé, je vais vous montrer ça.
c'est Google Earth, et je vais vous montrer quelque chose de similaire à ce que j'avais vu. Donc voilà la zone. Voilà. Quand j'étais stationné en Afghanistan, et je crois que vous y étiez aussi, cette frontière ici avec ces montagnes, vous voyez, beaucoup de ces montagnes se prolongent de la même façon. Ici, c'est l'Afghanistan, là c'est la frontière pakistanaise, et puis ici, c'est l'Iran. Donc, beaucoup de ces montagnes se ressemblent beaucoup dans toute cette région. Si vous regardez simplement, disons la frontière entre le Pakistan et l'Iran. Descendons ici et regardons. Voilà à quoi ressemble la zone frontalière. Là, on est très zoomé. Et j'ai été sur certaines routes très similaires à celle-ci, où l'on voit des montagnes de chaque côté. Dans mon cas, c'était comme le fleuve Kunar. Ici, c'est apparemment le fleuve Hingol. Vous n'allez pas arrêter ça. Vous n'allez pas couper la circulation ici. Nous n'avons même pas pu, sur une portion d'environ 40 km, 40 000, de la province de Kunar, en Afghanistan, nous n'avons jamais pu bloquer quoi que ce soit entre l'Afghanistan et le Pakistan. Les talibans faisaient donc constamment des allers-retours. Et ce n'était qu'une seule zone. Et là, je vous montre seulement une partie de la frontière pakistanaise. Mais l'Iran a toutes ses autres frontières, avec tous ses autres pays, tout autour. Jusque-là, bien sûr la mer Caspienne, puis tout le long de l'Irak, ici. Enfin, Joe, de quoi parle-t-il quand il dit qu'il faut boucler tout le pays? Même si vous preniez l'ensemble des forces armées américaines, pourrions-nous mener cette mission à bien? Non, dans aucun scénario, nous ne pourrions faire ça, pour toutes les raisons que vous évoquez. Enfin, il suffit d'avoir une carte pour voir à quel point l'Iran est vaste. Et si vous avez la chance d'avoir une carte en relief ou une carte topographique, vous voyez tout de suite à quel point le terrain est montagneux et difficile. Donc non, on ne peut pas l'isoler hermétiquement. Et même si on le pouvait, à l'heure actuelle, je ne pense pas qu'il existe une quelconque difficulté économique que les Iraniens ne seraient pas capables d'endurer. Cela fait maintenant 47 ans qu'ils vivent sous un certain niveau de sanctions et de difficultés économiques, et tout particulièrement depuis que nous avons tué le guide suprême, tout particulièrement depuis le bombardement de l'école de filles. Ce n'est pas comme si ces types allaient se dire « Ah, en fait, les sanctions me mettent en colère et je n'arrive pas à obtenir tous les produits que je veux. Je vais donc renverser le gouvernement, maintenant, après 47 ans. » Ça n'arrivera tout simplement pas. J'ai entendu beaucoup de discours optimistes et des gens qui essayent de faire croire qu'il y a une sorte de jeu sophistiqué en cours où nous allons réussir, par les sanctions économiques, ce que nous n'avons pas pu accomplir sur le champ de bataille. Ça non plus, ça ne marchera pas et ça n'arrivera pas. Cela dit, je pense que si nous nous retirions, si nous partions, nous pourrions utiliser l'allègement des sanctions comme carotte pour obtenir l'ouverture du détroit d'Ormuz, et ainsi de suite. Mais cette idée qu'on va fermer hermétiquement la frontière, cette idée qu'on va imposer notre volonté à l'Iran à ce stade, il faut en quelque sorte l'abandonner et avancer. Il faut trouver d'autres moyens d'atteindre notre objectif principal. Et notre objectif principal, au fond, c'est simplement de rouvrir le détroit d'Ormuz. C'est tout ce qui intéressera les gens. Ils se soucieront que du prix à la pompe. Donc toutes ces choses sur lesquelles Trump s'embourbe un peu, j'espère qu'il pourra y voir plus clair et se demander, est-ce que les Américains se soucient vraiment que je conclue un accord avec l'Iran? Est-ce qu'ils se soucient que vous savez, tue tous les dirigeants en Iran? Non. Les Américains ne s'en soucient pas. Ce qui les préoccupe, c'est le prix à la pompe. Donc, s'il concentrait simplement son énergie sur ce qu'il doit faire pour rouvrir le détroit d'Ormuz et le détroit de Bab el-Mandeb, alors je pense qu'on serait vraiment dans une bonne position. Mais si on écoute des gens comme Keith Kellogg, on va se laisser entraîner là-dedans. Et Kellogg parlait même du nucléaire et de l'uranium enrichi au début de l'extrait.
Si on essaie de courir après les traces de nucléaire, l'uranium enrichi, on en aura pour plus de 20 ans. Ce sera long et sanglant. Donc il doit arrêter d'écouter ces types. Eh bien, ce serait une chose qu'il pourrait faire. Mais ensuite, il devra se préoccuper des autres membres de son équipe, comme par exemple le secrétaire d'État Marco Rubio, qui à propos du détroit d'Ormuz affiche une vision optimiste. Je pense que l'accord immédiat, celui sur lequel l'attention s'est beaucoup portée, concerne les détroits. Des navires y circulent, du pétrole y transite en ce moment même, les détroits sont ouverts. Néanmoins, je pense qu'il y a des discussions et une négociation auxquelles nous participons entre Oman et l'Iran sur la manière de permettre à davantage de navires d'y passer en toute sécurité à court terme. Suffice it to say, there's been progress made in those talks, but not finality yet. We're hoping that will happen very shortly. What possible leverage could the United States bring to bear? Quel levier supplémentaire les États-Unis pourraient-ils exercer qu'il n'est pas déjà utilisé pour amener l'Iran à dire quoi que ce soit de différent? Il y a environ 6 jours, je crois, le vice-ministre des Affaires étrangères a publié un long message détaillant ce que l'Iran ferait ou ne ferait pas concernant le détroit d'Ormuz. Et le premier point était: le détroit d'Ormuz est désormais un impératif de sécurité nationale. Nous savons que c'est la seule chose qui nous donne un levier face aux puissants États-Unis, et il n'est pas question de jamais y renoncer. Le professeur Morandi a déclaré plus tôt dans la journée: l'Iran continuera à contrôler le détroit d'Ormuz, quoi qu'il arrive. Un contrôle conjoint avec Oman serait idéal, mais la coalition contre l'Iran ne pourra rien faire passer par le détroit sans que la République islamique en soit informée et y consente. Alors, le secrétaire d'État poursuit-il une chimère? The Secretary of State pursuing a unicorn. Eh bien, c'était assez approprié qu'il fasse ces déclarations devant le portrait de Colin Powell, en disant que nous sommes à l'aube d'un grand accord, ou que peut-être nous réussirons à accomplir cette chose qui, selon n'importe quel autre critère, est totalement impossible à réaliser. Donc non, je ne le pense pas. Nous devons simplement reconnaître que les Iraniens vont désormais utiliser leur influence sur le détroit d'Ormuz d'une manière ou d'une autre. Notre réaction déterminera à quel point ils exerceront cette influence sur le détroit d'Ormuz. Donc, tant que nous resterons là à prétendre que nous pourrons imposer notre volonté aux Iraniens, je pense qu'ils adopteront des mesures plus dures et des moyens de contrôle plus sévères sur le détroit. Si nous partions en disant « Hey, maintenant c'est à vous de jouer l'Iran », est-ce que vous voulez vraiment devenir les agresseurs dans le détroit d'Ormuz? Est-ce que vous voulez faire payer un péage à tout le monde pour utiliser le détroit d'Ormuz? Je ne pense pas que les Iraniens veuillent réellement faire ça. Ils ont montré qu'ils accordent beaucoup d'importance à la perception qu'on a d'eux. Et ils ont en fait preuve d'une approche assez délibérée dans le respect des paliers d'escalade. Leur communication a été très habile. Elle a aussi été très réfléchie pour montrer qu'ils ne sont pas les agresseurs. Donc l'idée que si nous partions, l'Iran dirait « Haha, on a gagné. Maintenant on va racketter chaque navire qui veut entrer dans le détroit d'Ormuz ou en sortir » ne correspond tout simplement pas à la manière dont nous avons vu l'Iran se comporter jusqu'à présent. Absolument. Si on se retirait et qu'on disait simplement « Écoutez, si vous voulez remettre votre pétrole sur le marché, il faut soit qu'il n'y ait aucun droit, soit que les droits soient réduits. » Et en quelque sorte, laisser, je pense, les principes du libre marché en décider. Leur donner une incitation à rouvrir le détroit d'Ormuz en levant les sanctions sur leur pétrole. Là, je pense qu'on commencerait vraiment à négocier. Mais l'idée que Rubio ou n'importe quel responsable américain va s'asseoir là et dire « Vous savez, non, ils vont le rouvrir comme nous le disons ». Encore une fois,
Les 5 derniers mois l'ont prouvé. Dire ce genre de choses ou essayer de les y contraindre, ça ne marchera tout simplement pas. Alors, il faut essayer autre chose. It's just simply not going to work. So we've got to try something different. And, you know, President Trump has periodically Et vous savez, le président Trump a par moments montré qu'il était disposé à reconnaître ce genre de choses. Il l'a fait le 17 juin, lorsqu'il a expliqué pourquoi il avait signé le protocole d'accord. C'était très rationnel, très logique. Il l'a refait il y a quelques jours, lorsqu'il a expliqué pourquoi il n'avait pas frappé le week-end dernier. Il a parlé du coût pour l'Arabie Saoudite. Très rationnel. Et puis le lendemain, ce n'était plus rationnel. On est revenu à l'autre président Trump, celui qui est irrationnel. Et on m'a dit, ce week-end, par des personnes qui ont des informations internes, que l'une des personnes qui influencent le président Trump est le général Jack Keane, qui a fait cette déclaration, je crois, ce matin même. who made this comment, I think just this morning. Remember, the history here starts on April the Rappelez-vous, cette histoire commence le 7 avril, lorsque nous avons instauré un cessez-le-feu. Nous avions commencé l'opération le 28 février. Les Iraniens ont fermé le détroit d'Ormuz le 2 mars. Ensuite, nous avons fini par imposer un blocus naval. Mais le 7 avril, nous avons instauré un cessez-le-feu. La raison, c'est que l'Iran voulait discuter de négociations sur le détroit d'Ormuz. Il a fallu attendre le 17 juin pour que nous signions réellement un accord. Le détroit d'Ormuz figurait dans l'accord. C'était le seul point de l'accord sur lequel nous nous étions entendus. Tout le reste a été négocié au cours des 60 jours suivants, voire plus longtemps. Les 2 présidents l'ont signé. L'accord prévoyait que nous levions notre blocus naval et que nous rouvrions donc la partie du détroit que nous fermions. Tout cela concernait les navires iraniens entrant et sortant, et eux retireraient leurs entraves, ainsi que leurs tentatives d'organiser et de contrôler la navigation à travers le détroit. attempt to try to organize and control shipping through the straits. Okay, the history did not start on the 7th of D'accord, April. l'histoire n'a pas commencé le 7 avril. Elle a commencé le 20. En réalité, elle a commencé bien avant ça. Mais le protocole d'accord nous obligeait clairement à faire tout un tas d'autres choses, pas seulement à déplacer le blocus. Donc là aussi, c'est complètement faux. Mais si le président Trump l'écoute, c'est parce qu'il est très sûr de ce qu'il dit et qu'il a l'allure. Il a 4 étoiles en histoire et tout ce genre de choses. Dans quelle mesure, puisque vous étiez à l'intérieur pendant un certain temps, ce genre de personnes, lui en particulier, ou d'autres, influencent le président Trump au point de le faire parfois changer d'avis dans un sens puis dans l'autre. Influence President Trump to sometimes change his mind back and forth. Well, unfortunately, far too much. I mean, whoever it was that Eh bien, malheureusement, beaucoup trop. Je veux dire celui qui a évoqué l'idée de mener la frappe le week-end dernier, parce que je ne pense pas que ce soit du bluff. Je pense qu'il avait l'intention de mener cette frappe le week-end dernier. Et je pense que les Saoudiens, ou quelqu'un d'autre dans le Golfe, l'en ont dissuadé. J'espère donc qu'il commencera à écouter beaucoup plus cette personne, quelle qu'elle soit. Parce que cet individu, ou ce groupe d'individus, est bien plus réaliste et pragmatique que la classe des commentateurs de Fox News, les gens de la Foundation for Defense of Democracies, cette chambre d'écho qui, comme je l'ai décrit dans ma lettre de démission, peut influencer le président Trump. Ils lui disent ce genre de choses. Et j'ai bien peur que chaque fois que Trump a une sorte de moment de lucidité ou fait preuve d'un peu de bon sens, on lui murmure à l'oreille « Hé, tu dois rester fort. Tu ne peux pas reculer maintenant. Tu es un président historique. Personne d'autre ne frapperait les Iraniens comme ça. Tu es si près de la victoire. Continue. » Malheureusement, il a montré que même quand il a un moment de lucidité, il retourne aussitôt écouter des gens comme Keane, Mark Levine et Dubowitz à la FDD, et ainsi de suite. C'est ça, la crainte. C'est ça le problème en ce moment. Je suis content qu'il n'ait pas frappé. Quoi qu'il ait eu en tête ce week-end, quand il a annulé ça, il doit maintenant trouver un scénario qui lui permette d'annoncer « Bon, c'est terminé,
on s'en va. Parce que s'ils continuent à maintenir nos forces là-bas, je ne pense pas que les Iraniens nous laisseront beaucoup plus de temps avant de dire « Vous savez quoi? C'est pas vous qui êtes aux commandes, c'est nous. » Et ils vont faire quelque chose qui nous obligera à bouger. Parce que pour l'instant, on fait comme si on pouvait continuer à forcer les Iraniens à bouger et à dicter le rythme. Il n'aura pas toujours ce luxe. Et en fait, certains rapports indiquent que 2 navires supplémentaires dans le détroit d'Ormuz ont été attaqués alors qu'ils tentaient de le traverser sans le consentement de l'Iran. On a donc l'impression qu'ils provoquent presque le président Trump pour qu'il prenne une forme quelconque de mesure, parce que c'est précisément ce qui a déclenché cette première frappe de 13 jours, qui a commencé, je crois, autour du 7 juillet. C'est ce qui l'a provoqué. Et je me demande s'ils vont le faire. Mais ils donnent certains éléments montrant qu'ils envisagent les choses dans cette optique. Oui, certainement. Enfin, je ne sais pas. On continue à faire tout ce cirque, on impose un blocus, et de temps en temps, j'imagine qu'on convainc certains navires qu'ils n'ont pas besoin de se coordonner avec les Iraniens. Peut-être que certains parviennent à passer. Mais c'est un sacré pari. Et je ne sais pas combien de temps encore les compagnies d'assurance vont donner leur feu vert à certains de ces pétroliers pour tenter de forcer le blocus iranien. Donc, à un moment donné, notre blocus et le fait d'encourager, vous savez, les navires à contourner les Iraniens, cette possibilité va tout simplement disparaître. Et là, les détroits seront fermés à 100%. Donc encore une fois, Trump est en quelque sorte en train de se coincer lui-même. Parce qu'ensuite, est-ce qu'on va rester là avec nos navires à jouer indéfiniment au jeu du blocus? Ce que la frappe en Jordanie aurait dû nous montrer, c'est que si les Iraniens décident vraiment de viser une cible, même relativement éloignée, avec des missiles balistiques, ils peuvent percer nos défenses. Alors, nous avons de meilleures défenses sur les navires, mais ça me rend quand même très nerveux de savoir que nous sommes là, à ces positions connues. Et ce type d'escalade m'inquiète vraiment, vraiment si nous devions poursuivre. Parce que encore hier, Trump parlait d'un mur d'acier, d'un blocus, et disait que rien ne le traverserait. Donc si nous entrons dans une sorte de jeu du poulet, où nous demandons à des navires d'essayer de franchir le blocus, et où l'Iran demande à certains navires de le franchir, mais que nous essayons de les en empêcher, j'ai le sentiment qu'un conflit, sous une forme ou une autre, devient presque inévitable. Quand exactement, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression qu'on se prépare à ce scénario. Et encore une fois, comme on vient de le dire, ce serait un événement avec des victimes en masse, et on serait de nouveau entraîné dans un cycle d'escalade. Alors encore une fois, il faut se poser la question, pourquoi faire? Qu'est-ce qu'on y gagne, au juste? Ce n'est pas comme si les Iraniens allaient jeter l'éponge en disant « Bon, l'Amérique, vous avez mis en place un contre-blocus. J'imagine qu'au bout de 5 mois, on va se rendre et vous pourrez faire tout ce que vous voulez. » On sait que ça n'arrivera pas. Donc il faut essayer autre chose que le jeu de l'escalade et le statu quo. Et selon vous, enfin, dans la mesure où vous pouvez l'interpréter, qu'est-ce que des gens comme Mark Dubowitz, Jack Keane ou Kellogg ont en tête, eux qui continuent de dire « oui, allons-y ». Kellogg disait encore il y a seulement une semaine « oui, allons prendre l'île de Karg ». Et toute l'idée, c'est d'avoir un moyen de pression sur eux, ou quelque chose comme ça. On dirait qu'ils n'ont littéralement aucune idée de ce qu'est la culture iranienne, de leur religion, de leur histoire, de toutes ces choses-là. Mais ils doivent bien avoir quelque chose en tête. Ou pas. Je veux dire, est-ce qu'ils se disent simplement « non, on va juste leur envoyer un tas d'armes, de bombes et de missiles, jusqu'à ce qu'un jour, je ne sais pas, ils finissent par céder ». Est-ce que vous discernez un plan chez ces va-t-en-guerre?
They don't have a plan. No, because there is no military plan. Ils n'ont pas de plan parce qu'il n'existe pas de plan militaire. Je veux dire, vous avez la carte sous les yeux. Regardez la carte, prenez le meilleur stratège militaire que vous puissiez trouver et expliquez-moi comment vous allez occuper et renverser le régime en Iran. Tous ces types, je pense que certains y croient vraiment. J'ai beaucoup discuté avec Kellogg. Je pense que c'est fondamentalement quelqu'un de bien. Je suis en désaccord avec lui sur tout ça. Je ne connais pas, vous savez, le général Keane. Mais beaucoup de ces gens sont mis en avant et on les envoie sur Fox pour répéter ces choses encore et encore. Et s'ils sont envoyés sur Fox, c'est à cause de l'influence et du pouvoir du lobby israélien. Ils veulent que nous envoyions des troupes au sol. Ils veulent nous voir engagés dans ce conflit parce que, encore une fois, les gens doivent se rappeler que ce sont les Israéliens qui nous y entraînent. Et les Israéliens sont tout à fait à l'aise avec une situation chaotique, avec un niveau constant de combat et d'opérations militaires. Or, aucun responsable américain, élu ou militaire, ne pourrait jamais vendre ça au peuple américain. Mais c'est l'objectif des lobbyistes israéliens. Et c'est pour ça qu'on voit défiler tous ces gens dans différentes émissions. Ils savent que le président Trump les regarde, et ils savent que beaucoup de ces autres généraux n'ont, si vous voulez, qu'un seul réflexe, dire « Hey, il nous faut juste plus de militaires. Il faut juste être ferme, et il faut y aller, déployer des troupes au sol. » Et s'ils le répètent assez souvent, les généraux finiront par aller voir le président Trump et lui dire « Et nous sommes à court de munitions sophistiquées à longue portée et d'intercepteurs sophistiqués dont nous avons besoin. » Alors ils espèrent qu'au bon moment, le président Trump entendra « Et des troupes au sol. » Et là, vous savez, il dira « D'accord, si nous envoyons des troupes au sol, qu'est-ce qu'on y gagne ?» Le Pentagone répondra alors, eh bien, si vous envoyez des troupes au sol, vous pourrez tirer davantage de munitions, dont nous avons des stocks plus importants, parce que vous êtes déjà sur place. Donc je pense que ça pourrait s'aggraver, ou, vous savez, faire boule de neige, jusqu'à ce que nous envoyions des troupes au sol et que nous nous retrouvions entraînés dans ce bourbier prolongé. Vous savez, c'est intéressant. C'est fascinant. Et en fait, j'ai encore un extrait à vous montrer, ici également sur Fox News, avec quelqu'un qui critiquait le président Trump. Dans celui-ci, on pourrait croire qu'il est là encore son meilleur ami. Il s'agit de l'ancien vice-président des États-Unis. J'ai fortement soutenu la décision du président d'employer la force militaire l'an dernier, puis cette année en frappant l'Iran, véritablement pour la première fois depuis 47 ans, après qu'il a mené une guerre continue contre les États-Unis et l'Occident. Honnêtement, je pense que le président, après ce premier mois où notre armée a accompli un travail remarquable en neutralisant 13 sites militaires, a essayé de laisser une place à la diplomatie. Il l'a encore fait. Ce week-end, alors même que nous déployions des moyens militaires dans toute la région, le moment est venu de lâcher les forces armées des États-Unis, de frapper les installations nucléaires iraniennes restantes, de démanteler et d'affaiblir leur capacité à projeter leurs forces, non seulement dans le détroit, mais dans toute la région. Et je me dis, mais sur quelle planète vit ce type? Comment ça? Le moment est venu. On dirait qu'on n'a pas fait ça pendant les 40 premiers jours, alors qu'il dit lui-même que c'était un travail remarquable. Enfin, vous pouvez m'expliquer ça en termes humains? Je vais essayer. C'est difficile. Écoutez, encore une fois, Pence, je pense qu'il ne fait que reprendre les éléments de langage de la FDD, de l'AIPAC ou de je ne sais qui dans cet écosystème fortement influencé par les Israéliens qui veut qu'on envoie des troupes au sol. Pence ne connaît rien à l'armée. Je veux dire, il a sûrement assisté à quelques briefings quand il était vice-président, mais il n'a jamais servi. Vous savez, il a probablement siégé dans certaines commissions quand il était au Congrès, etc.
Mais il n'a aucune idée de ce dont il parle. On lui dit d'aller là-bas et de dire « Continuez, finissez le travail ». Tous ces éléments de langage stupide qui ne sont vraiment que ça. Il n'y a aucun plan pour réellement y aller, botter des fesses et finir le travail. D'ailleurs, si vous écoutez simplement ce que Pence a formulé, ça montre qu'on est en quelque sorte arrivé à un point où il faut chercher de nouvelles réponses. Parce qu'il a bien dit « Oh, l'armée a exécuté ça brillamment. J'ai soutenu les actions militaires que nous avons menées l'année dernière, quand nous avons détruit les sites nucléaires iraniens. » D'accord. Donc nous n'avons plus à nous inquiéter de la question nucléaire. Nous avons éliminé la grande majorité de leurs capacités militaires. D'accord. Donc nous n'avons plus à nous inquiéter de l'armée iranienne. Bon, d'accord, considérons que c'est réglé, parce que ça ne sera pas mieux que ça, et utilisons la diplomatie ainsi que d'autres outils. Mais lui, il est là à dire non. Nous devons continuer à mener toutes les différentes actions que nous avons déjà entreprises, celles qui ne nous ont pas donné le résultat que nous voulions, dans l'espoir d'obtenir le résultat que nous voulons. Tout cela, c'est de la bouffonnerie absolue. Vous savez, je prie pour que Trump n'écoute pas Mike Pence. D'accord. Mais, enfin, j'ai un peu posé cette question il y a une seconde, mais laissez-moi la formuler autrement. Avec tout ce qu'on voit ici, il faut bien qu'il y ait, quelqu'un doit avoir un plan. Parce que quelqu'un doit se dire, d'accord, je ne veux pas que le président Trump applique le plan de retrait. Je ne veux surtout pas qu'il revienne au protocole d'accord et qu'il le fasse vraiment. Alors envoyons tous ces types. Et ça doit être Rupert Murdoch, parce que c'est lui qui, j'imagine, dit aux gens quoi faire. Les producteurs de Fox ne lâchent pas tous ces gens seuls dans la nature pour qu'ils disent ce genre de choses. Mais quel est leur objectif? Parce qu'ils savent lire une carte. Ils ne connaissent peut-être pas grand-chose aux opérations militaires, mais ils voient ce qu'on a fait. Donc ils savent que ça ne marcherait pas vraiment. Et s'ils obtenaient ce qu'ils veulent, avec des troupes au sol, elles se feraient massacrer. Et là, la situation serait bien pire qu'aujourd'hui. Alors, quel est l'objectif? Même si on n'est pas d'accord avec ça, qu'est-ce qu'ils pensent pouvoir accomplir? Ils sont terrifiés à l'idée que Trump se retire. Et s'il se retire, il sera plus difficile de le faire revenir. Et il se pourrait qu'on ne retrouve plus jamais un président prêt à mordre à l'hameçon. Alors ils veulent qu'il déploie des troupes au sol, qu'il prenne une forme d'action militaire plus agressive, qui fera tuer davantage de nos soldats. Comme ça, on se retrouve essentiellement lié par cette dette de sang. On ne peut plus partir, parce qu'on a déjà perdu tant de gens. On doit rester et on doit finir le travail. Je pense aussi, comme je l'ai dit, que le Pentagone va dire « Hey, si nous commençons à manquer de certains de ces systèmes d'armes plus avancés, en déployant des troupes au sol, on pourrait peut-être tenir le détroit d'Ormuz et utiliser certains de nos systèmes d'armes moins sophistiqués. » Et je vous le garantis dès maintenant, puisque le président n'a pas retiré nos soldats, puisqu'il continue de parler de mener davantage de frappes, vous comme moi savons que le Pentagone, que le CENTCOM élabore actuellement plusieurs lignes d'action pour proposer des options au président. Et en gros, la chambre d'écho de Fox News veut pousser le président Trump à s'engager pour qu'il soit obligé d'opter pour une forme d'intervention militaire. Et encore une fois, tout cela se fait à la demande du lobby israélien. Les Israéliens veulent que nous restions engagés là-dedans indéfiniment. Ils seraient parfaitement satisfaits si nous menions une guerre prolongée de 20 ans, pendant laquelle les Iraniens seraient trop occupés à nous combattre pour faire quoi que ce soit d'offensif contre les Israéliens. Cela répondrait pleinement à l'objectif de sécurité nationale des Israéliens. Donc, encore une fois, le président Trump doit vraiment examiner de qui il reçoit les conseils et voir quelles sont réellement leurs motivations.
advice from and see what their motivations truly are. Okay, now that I hate it, but that D'accord. actually makes some sense. Bon, ça je déteste ça. Mais en fait, ça a une certaine logique. Je pense qu'ils ont complètement tort. Je ne pense pas que ça se passerait comme ça. Mais je comprends comment ils en arrivent là, selon leur logique. C'est ce qu'ils veulent accomplir. Et ils se fichent complètement du nombre d'Américains qui meurent, du nombre de nos missiles qui sont utilisés, ou des conséquences pour nos intérêts de sécurité nationale dans l'Indo-Pacifique ou en Europe. Je vois bien qu'ils ne se préoccupent pas de tout ça. Et on le voit clairement. Ce qui me rend vraiment dingue et me met très en colère, c'est qu'ils utilisent des marionnettes américaines pour y parvenir, comme Mike Pence, Keane et tous ces autres types qui sont des complices volontaires. Enfin, je ne sais pas. Moi, j'ai un problème avec ça. Qu'est-ce que tu en penses? I don't know. I have a problem with that. What do you think? It's maddening. And again, I think this is what we were talking about. C'est exaspérant. Et là encore, je pense que c'est ce dont nous parlions au début de l'émission. La plupart des Américains, même s'ils ne comprennent pas cela au niveau de détail dont nous discutons en ce moment, savent que ce n'est pas juste. Ils ne veulent pas que nous soyons impliqués dans ces guerres. Ils ne veulent plus voir d'Américains revenir dans des cercueils recouverts du drapeau. Donc, je pense que la plupart des gens commencent lentement à prendre conscience de la situation. Mais je pense que la manœuvre en cours contre le président Trump est très sophistiquée. Et je pense aussi que très bientôt, on a déjà commencé à en voir les prémices. La guerre en Ukraine et la guerre contre l'Iran vont être liées. Zelensky, évidemment, n'a pas apprécié de ne pas recevoir autant d'attention. Il a donc fait en sorte que les Ukrainiens frappent ces navires iraniens dans la mer Caspienne. Et je pense que vous allez voir beaucoup de gens, souvent les mêmes personnages, beaucoup de néoconservateurs qui voulaient que nous nous impliquions dans la guerre en Ukraine, encourager cette opération aussi à la demande du lobby israélien. Très bientôt, je pense que s'ils parviennent à convaincre le président Trump de s'engager dans davantage de guerres à l'intérieur de l'Iran, on va très vite commencer à entendre un discours presque digne de la Seconde Guerre mondiale. Un discours du genre « l'Amérique », ou comme on l'a vu au début de la guerre mondiale contre le terrorisme, après le 11 septembre. Les États-Unis et une petite coalition de pays volontaires vont se battre pour la liberté et la démocratie du monde entier. Parce que vous savez, les Iraniens fous s'allient maintenant à l'infâme Vladimir Poutine. Et donc nous voilà avec cette guerre massive. Et c'est littéralement comme ça que les guerres mondiales commencent. C'est donc vraiment ce que je crains. Et je pense qu'il y a là quelque chose de bien plus néfaste et sinistre, qui cherche à relier ces guerres et à pousser l'Amérique dans cet état de guerre perpétuelle et potentiellement même de guerre mondiale. Wow! Malheureusement, ça a aussi un certain sens, et vous avez vu ce titre de Doug McGregor sur son Substack. Il arrive à la même conclusion que vous. Franchement, il nous faut vraiment une nouvelle force politique capable d'arriver et de régler ça de l'intérieur. Je ne sais pas si vous avez des idées là-dessus, mais on devrait y réfléchir. Écoutez, il y a encore une chose dont je veux parler, parce que je pense que vous avez vraiment fait un travail remarquable, au moins en nous montrant ce qui se passe. Et on peut en voir les preuves sur le terrain, ici. Encore une chose. Et là, ça rejoint peut-être ce dont vous parlez, mais enfin, vous et moi en avions parlé peu après votre démission. Je sais donc que c'était un sujet dont vous aviez déjà connaissance. Le secrétaire d'État Marco Rubio ne parle pas seulement du détroit d'Ormuz, il parle aussi de retourner à Cuba. Et dans cet extrait, vous allez l'entendre parler de Cuba. Si j'avais lancé l'extrait un peu trop tard et que vous n'aviez pas entendu le nom du pays, on pourrait vous pardonner d'espérer de la Russie ou de la Chine. Vous avez publié un rapport de 100 pages sur Cuba
le qualifiant de capitale du communisme du XXIe siècle. Ce rapport explique que l'objectif de Cuba est essentiellement d'effacer les États-Unis de la surface de la Terre. Il établit aussi un lien entre l'influence cubaine, la montée d'Antifa, les émeutes que nous avons vues en 2020 et la vague d'activisme radical qu'on observe sur tous ces campus universitaires. Pour la personne moyenne, ces phénomènes paraissent généralement spontanés, mais il s'avère que de nombreux pouvoirs différents, dont Cuba, influencent toutes ces choses au quotidien. C'est le même réseau de manifestants à travers le pays. Ce sont les mêmes personnes qu'on a vues dans les rues en train de brûler des choses en 2020. Ensuite, elles changent de discours et deviennent des manifestants pro-Hamas. Puis elles changent encore de discours et dans les 48 heures suivant l'arrestation de Maduro, elles ont déjà, devant le tribunal, des pancartes préimprimées réclamant sa libération. Ensuite, elles sont là pour les actions contre l'ICE, à attaquer des agents de l'ICE. Il n'y a rien de spontané là-dedans. C'est financé, c'est organisé, et Cuba fait partie de ce réseau et dans certains cas en est un élément essentiel. C'est un réseau qu'ils utiliseront comme une arme contre nous. Est-ce que Joe, c'est quelque chose où il s'en prend particulièrement à Cuba pour une raison liée à son histoire familiale? Il veut simplement les poursuivre? Ou est-ce que Cuba sert juste à dire « Non, tout ce qui se passe en Amérique et tout le reste a un lien malveillant derrière lui ». Presque comme s'il faisait l'inverse de ce dont vous veniez de parler. Et je suis d'accord avec ça. Il y aurait un lien entre ces autres guerres et l'idée qu'il faudrait s'en prendre à Cuba ou à n'importe qui, parce que rien n'est spontané. Personne ne manifeste vraiment parce qu'il n'aime pas voir des gens se faire massacrer à Gaza. Non, bien sûr que non. En réalité, c'est Antifa, c'est Cuba, et ils essayent de détruire l'Amérique. Aidez-nous à comprendre ça. Vous savez, j'ai fait beaucoup de recherches sur Antifa, parce que je viens du Nord-Ouest Pacifique. Là d'où je viens, c'était un sujet important. Et j'avais jamais entendu parler de Cuba dans tout ça. Il y a quelques financements étrangers qui arrivent ici et là, mais l'immense majorité des financements vient des États-Unis. Donc est-ce que c'est organique? Une bonne partie ne l'est pas. Mais je n'avais jamais entendu parler de Cuba dans aucune de ces discussions auparavant. Donc oui, je pense que Rubio essaie de relier ça à son projet favori, qui est de renverser le gouvernement cubain. L'idée que Cuba, ce tout petit pays, encore une fois, il suffit d'ouvrir une carte et de voir à quel point Cuba est petit. Même si le principal objectif de Cuba était de renverser l'Amérique, quand vous regardez une carte, ça devient assez comique, non? Parce que Cuba est plutôt petit et nous sommes plutôt grands. C'est pas si compliqué. Je pense simplement qu'il essaye de regrouper toutes ces questions sensibles pour les républicains dans un seul paquet et de dire « Oh non, tous nos problèmes viennent de Cuba. Alors il faut y aller et se débarrasser du régime cubain. » Et évidemment, Marco Rubio est un Américain d'origine cubaine élu de Floride. Donc, pour lui, c'est un sujet sensible. Est-ce que c'est dans notre intérêt vital de sécurité nationale? Non, pas du tout. Cuba se trouve à quoi? 80 ou 90 000 des côtes de Floride. Il n'y a probablement aucune raison pour qu'on n'ait pas de très bonnes relations avec eux. C'est en grande partie un pays catholique. Nous avons beaucoup d'Américains d'origine cubaine ici, aux États-Unis. Donc, encore une fois, je pense qu'il y a moyen de neutraliser ou d'atténuer toute menace que Cuba pourrait représenter pour l'Amérique, aussi minime soit-elle, sans prétendre que Cuba fait partie d'un vaste complot lié à Antifa, aux manifestants pour Gaza et ainsi de suite. Donc oui, encore une fois, quand j'ai quitté le Centre national de lutte contre le terrorisme, beaucoup de travail était en cours pour essayer de déterminer d'où venaient certaines sources de financement d'Antifa, notamment certaines sources de financement étrangères d'Antifa.
Encore une fois, je n'ai jamais entendu dire, je veux dire, il y en a peut-être qui viennent de Cuba. Mais si vous commencez à dire non, non, Cuba, ce pays, contre lequel nous voulons mener une action militaire ensuite, fait partie de tout ça. Vous discréditez et vous détournez une grande partie du renseignement, du bon travail de renseignement qui est probablement mené pour tenter d'assurer la sécurité des Américains, juste pour nous entraîner dans une autre absurdité de changement de régime qui n'est probablement même pas vraiment nécessaire. Eh bien, et le côté positif, je pense que ce n'est clairement pas nécessaire. Mais alors, quelles que soient les sources de financement étrangères, ou qui que ce soit, qui fasse des choses qui ne sont pas organiques sous ce vaste parapluie qu'est Antifa, en vous en prenant à Cuba, vous ne regardez même pas ce qui se passe réellement là-bas. Et vous créez de nouveaux problèmes ici. Exactement. Je veux dire, on a beaucoup vu ça pendant la guerre contre le terrorisme. On a dit qu'il y avait des cellules d'Al-Qaïda actives en Irak, qu'elles travaillaient avec Ben Laden, etc. Et il n'y avait pas d'Al-Qaïda en Irak avant qu'on y aille. Mais ensuite, on a détruit une grande partie de notre crédibilité pour la suite quand on a dit « Hey, il y a des cellules d'Al-Qaïda actives au Yémen. Il y a des cellules d'Al-Qaïda actives ailleurs. » Les Américains se sont alors dit « Est-ce que vous nous mentez aussi sur celle-là » Je veux dire, il faut vraiment faire très attention. Quand on essaie de vendre quelque chose au peuple américain, il faut être franc et dire « Voilà ce qu'on sait réellement. Voilà les faits. » Au lieu de dire « Vous savez, Marco Rubio et toute une bande de riches donateurs cubano-américains en Floride veulent vraiment qu'on aille renverser le régime là-bas, à Cuba. » Et on pense que ce serait assez facile, alors on va simplement y rattacher tout un tas d'autres renseignements pour le justifier. Encore une fois, c'est comme ça qu'on discrédite le bon travail de la communauté du renseignement et qu'on risque même de nous entraîner dans un autre bourbier totalement inutile. Qu'en pensez-vous? Je veux dire, d'après ce que vous savez, que se passerait-il si nous tentions de renverser Cuba par la force militaire? Est-ce qu'ils s'effondreraient comme le Venezuela l'a fait, ou est-ce qu'ils opposeraient une résistance? Vous savez, honnêtement, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il pourrait y avoir une résistance assez sérieuse. Cuba est un autre pays qui subit des sanctions américaines depuis un bon moment. Il y a eu, dans l'histoire récente, pas récente à notre échelle, vous savez, mais dans l'histoire récente de gens qui sont encore vivants aujourd'hui à Cuba, des interventions américaines là-bas. Donc pensez qu'on peut simplement y aller? Oui, exactement. Donc, pensez qu'on peut y aller, les malmener un peu et qu'ils vont nous remettre les clés du royaume. Je crois que c'est se griser avec sa propre marchandise. Écoutez, on a eu de la chance au Venezuela, c'est vrai, on avait des gars compétents. Cela fait maintenant plus de 25 ans qu'on mène des raids héliportés. On est plutôt bon dans ce domaine. Mais il y avait aussi beaucoup d'autres éléments qui jouaient en notre faveur et qui ont permis que ça fonctionne. Et je ne sais pas si je vous l'ai déjà raconté dans cette émission. Juste après le raid au Venezuela, je suis allé parler à certains des gars qui faisaient partie des unités ayant mené cette opération. Je les félicitais et ils me racontaient le déroulé, étape par étape. Et ils m'ont dit « Hey, vous, à Washington, vous comprenez qu'on ne peut pas faire ça partout. On a fait nos devoirs, on s'est entraîné pour ça et on est fiers du travail accompli parce qu'on a correctement exécuté notre mission. Mais il y a quand même beaucoup de chance dans ce genre d'opération. » Il disait « Assurez-vous que les gens le sachent. Chaque fois qu'on a un problème avec un pays, on ne peut pas simplement débarquer, éliminer le dirigeant et croire que ça marchera comme ça a marché ici, au Venezuela. » Et c'est ce que j'en ai surtout retenu. Parce que je me suis dit, bon sang,
Je crains que des dirigeants qui ne comprennent pas à quel point ces opérations militaires sont difficiles pensent qu'on peut juste entrer dans un pays et marcher sur n'importe quel dirigeant avec lequel on a un problème. Je veux dire, à Cuba, ce n'est pas seulement un dirigeant avec lequel on a un problème. Il y a toute une dynastie familiale là-bas. Donc si nous pensons que ce sera facile, nous nous préparons à subir davantage d'humiliation, potentiellement davantage de sang vide. Et dans la mesure où vous pouvez en parler, quelles sont certaines des choses dont ils ont dit qu'elles avaient joué en notre faveur par chance, alors que ça aurait pu ne pas être le cas, et changer l'issue? Eh bien, je veux dire, ces types sont tous des vétérans de la guerre mondiale contre le terrorisme. Alors ils se disent, « Hey mec, il n'en faut pas beaucoup. Quand on doit intervenir en hélicoptère et s'approcher vraiment, déposer des commandos sur l'objectif, attraper un mauvais gars ou le tuer, il suffit d'un seul mitrailleur bien réveillé ou d'un gars avec un lance-roquette qui a un coup de chance et vous avez un appareil abattu. » Je veux dire, on l'a vu encore et encore, même avec certaines des meilleures technologies et les hommes les plus compétents. Ils disaient, « Hey, avec ton expérience, tu comprends qu'on peut avoir les meilleurs hommes sur l'objectif et qui peuvent quand même passer une mauvaise journée. » Et même quand les meilleurs tireurs ont une bonne journée, il y a toujours une part de chance. Encore une fois, en gros, il disait que les gens devaient comprendre la réalité de ce type d'opération. Chaque fois qu'on a un problème avec un dirigeant, on ne peut pas simplement entrer et l'éliminer. Même si on pense en être capable, notre chance finira forcément par tourner. C'est le genre de situation où nous devons avoir de la chance à chaque fois, alors que l'ennemi n'a besoin d'avoir de la chance qu'une seule fois. C'était surtout ça. C'est surtout de ça qu'ils se méfiaient. Et bien sûr, l'Iran était dans toutes les têtes. Ils disaient, j'espère que le patron comprend qu'on ne peut pas reproduire cette magie en Iran. Et vous savez quoi? Je montre la carte de Cuba ici, et la Havane est au centre. J'avais étudié récemment, il y a seulement 2 ans, beaucoup de choses sur ce qui s'est passé avec Castro quand il a renversé Batista, et tout ce qui s'est produit après, etc. Et beaucoup de choses se sont passées dans la ville, des choses que vous pouvez gérer. Mais dans l'ensemble, dans ces montagnes, ces collines et ces bois à l'extérieur du pays, des batailles ont eu lieu pendant longtemps. Et c'est l'une des façons dont les hommes de Castro ont pu réussir sur la durée, avec Che Guevara et certaines de ces autres choses. Et si ces gars essayent de faire une version de ça et qui ne se couchent pas tout simplement, je veux dire, on pourrait littéralement se retrouver avec un autre Cuba, ou une situation du type baie des cochons, ou un autre désastre comme en Afghanistan, même ici. Et je veux dire, je suis peut-être un peu naïf là, mais ma réaction de bon sens, c'est de me dire, ce sont des Cubains. C'est un pays catholique. On a tellement de choses en commun avec eux. Et si on utilisait simplement, vous savez, des incitations économiques et la diplomatie, ce n'est pas comme si ces types étaient des djihadistes endurcis. C'est pas comme de devoir traiter avec les talibans pashtuns ou ce genre de choses. J'ai le sentiment qu'on peut très bien traiter avec eux aussi. Mais je veux dire, ces gens sont littéralement comme nos cousins. Il y a tellement de Cubano-Américains et d'Hispano-Américains qui se battent pour notre pays. Vous voulez me dire qu'il n'y a pas, en ce moment même à Miami, un groupe d'hommes d'affaires cubains qui ne pourrait pas régler un accord d'ici demain midi? Je peux vous le dire, ma femme et moi sommes allés à Cuba en 2015 dans le cadre d'une sorte de mission religieuse. C'était donc avant l'arrivée du président Trump. Nous avons voyagé dans certaines de ces régions-là. Et je peux confirmer à 100% ce que vous venez de dire. Ce sont des gens formidables. Et surtout, ils ne constituent une menace pour personne.
Ils arrivent à peine à se nourrir eux-mêmes. Les magasins d'alimentation, même à l'époque, n'avaient pratiquement rien dans les rayons. Et c'était avant qu'on ne leur impose de nouveau davantage de sanctions, lorsque le président Trump est revenu au pouvoir ici. Mais il n'y a aucune raison de faire ça. En tant que nation, ils ne représentent aucune menace qu'on ne pourrait écarter simplement en ayant de bonnes relations avec Cuba. Oui, et si on s'inquiète de l'influence russe, de l'influence chinoise, etc., je me dis simplement quel Cubain catholique hispanique voudrait être de mèche avec les Chinois ou les Russes. Ou préférerait-il travailler avec ses cousins de l'autre côté de l'eau, à Miami? Pour moi, c'est simplement un problème qu'on s'est infligé à nous-mêmes, qu'on a créé. Et je sais que Marco Rubio a probablement des liens familiaux profonds et qu'il y a sans doute une raison pour laquelle Vrass veut s'impliquer là-dedans. C'est pour ça que je pense que souvent, les gens originaires d'une certaine région du monde ne devraient pas s'occuper professionnellement de cette même région, parce qu'ils vont avoir tellement de biais différents et les apporter pour influencer la politique menée. Et c'est peut-être le cas ici avec Rubio. Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, je pense toujours que si vous prenez un groupe d'hommes d'affaires de Miami, ils pourraient probablement descendre là-bas et conclure un assez bon accord pour tout le monde. On pourrait avoir une situation gagnant-gagnant. Est-ce que ça a du sens d'avoir une relation d'adversaire avec une île assez grande au large de nos côtes? Pour moi, ça n'a tout simplement aucun sens. Oui, non, ça ne le fait pas. Je peux le confirmer, sans hésiter. Je ne pourrais pas être plus d'accord avec vous là-dessus. Et j'espère que, d'une manière ou d'une autre, la raison l'emportera, pour qu'on n'aille pas tuer un tas de gens, qu'on ne fasse pas tuer un tas d'Américains, et qu'on ne démontre pas à quel point cela pourrait être désastreux. Il faudra attendre de voir. Mais quoi qu'il en soit, comme toujours, merci beaucoup d'être venu aujourd'hui et d'avoir partagé ces éclairages. Nous espérons vous recevoir de nouveau très bientôt. Absolument, mec. Merci. Merci et nous vous remercions tous. On se retrouve demain dans le Daniel Davis Deep Dive.